Je m'appelle Élise Renaud-Chabrier. J'ai 37 ans et la dernière chose que mon ex-mari m'a dite avant de demander le divorce, c'est qu'il avait besoin d'être libre. Il était assis sur le bord du canapé, le canapé en lin gris anthracite que j'avais choisi moi-même, dans le salon que j'avais repeint 2 fois parce que la première couleur n'était pas exactement ce que je voulais. Et il m'a regardé avec une expression que je ne peux décrire qu'en disant « C'était une expression préparée ». Comme s'il s'était entraîné devant le miroir. Il a dit qu'il pensait qu'on s'était éloigné l'un de l'autre. Il a dit qu'il avait besoin de quelque chose de différent. Il a dit qu'il voulait divorcer. Et je l'ai regardé un long moment. Et j'ai dit « D'accord ». Il a cligné des yeux. Je ne crois pas qu'il s'attendait à ça. Je crois qu'il attendait des larmes, ou des supplications, ou au minimum une voix qui monte. Ce qu'il a obtenu, c'était une femme qui se préparait à cette conversation depuis à peu près 6 semaines, assise en face de lui sur le canapé qu'elle avait aussi choisi, complètement immobile. Ce que Julien ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, parce qu'il avait passé 7 ans à me lire fondamentalement de travers, c'est que le mot « d'accord » n'était pas une acceptation. C'était une porte qui s'ouvrait. Et j'étais déjà en train de passer à travers. Mais je vais trop vite. Laissez-moi vous ramener là où ça commence vraiment. Avant de continuer, si vous avez trouvé cette vidéo et que ces 30 premières secondes ont déjà résonné avec quelque chose, j'ai besoin que vous restiez. Likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne manquer aucune partie de cette histoire et laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je poste tard et je sais que les gens me trouvent de partout. Et honnêtement, savoir que vous êtes là me donne envie de raconter ça comme il faut. Maintenant, laissez-moi remonter au début. J'ai grandi à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons, fille du milieu entre mon père et ma sœur Mathilde. Mon père était négociant en vin. Il travaillait 6 jours sur 7 toute sa vie adulte, sans jamais s'en plaindre en ma présence. Ma mère, ancienne professeure de lettres, avait rangé ses cours pour tenir la maison d'une main que tout le monde croyait légère et qui était en réalité extrêmement précise. Nous n'étions pas une famille qui nommait les choses, nous étions une famille qui les gérait. Ce que j'ai appris en grandissant dans cette maison, et je ne l'ai compris que bien plus tard, c'est que les femmes de ma famille étaient expertes dans l'art d'absorber, d'adapter, de faire de la paix une priorité sur la vérité. Pas parce qu'elles étaient faibles, je veux être claire là-dessus. Ma mère était l'une des personnes les plus silencieusement capables que j'ai jamais connues. Mais il y avait un modèle transmis de génération en génération qui disait « vois tout, ne dis rien » et construis ton filet de sécurité dans le secret. Je l'ai vu faire ça une fois. J'avais 13 ans. Je suis descendue chercher un verre d'eau à minuit et je l'ai trouvé à la table de la cuisine, avec un classeur et une calculatrice et un relevé de compte que je ne reconnaissais pas. Elle n'a pas expliqué ce qu'elle faisait. Elle m'a juste regardée et dit « Va te coucher, ma grande ». Je suis remontée. Mais je n'ai pas oublié ce que j'avais vu. Cette image, ma mère à cette table de cuisine, parfaitement calme, construisant quelque chose de privé dans le noir, a vécu en moi pendant les 24 années suivantes. Je ne savais pas qu'elle allait devenir la chose la plus utile qu'elle m'ait jamais enseignée. Je suis passée par les classes préparatoires au lycée Montaigne, puis par l'école de management de Bordeaux. J'ai choisi la stratégie de communication parce que c'était l'intersection des 2 choses pour lesquelles j'étais vraiment faite. Comprendre ce que les gens voulaient et savoir comment leur parler. Je suis sortie sans dette parce que j'avais financé mon master avec des missions de consultante junior depuis la 2e année, en gérant chaque euro comme s'il pouvait disparaître, ce qui, en grandissant, arrivait parfois. J'ai construit ma carrière chez Prisme Conseil. Démarré comme chargée de mission, puis consultante senior. Un poste de directrice de stratégie de marque m'avait été proposé 8 mois avant tout ce dont je vais vous parler. Je l'avais repoussé. Pas parce que je ne le voulais pas, je le voulais énormément, mais parce que Julien avait cette façon de faire des remarques sur mon emploi du temps qui rendait le fait d'accepter ce poste l'équivalent d'une négociation pour laquelle je n'avais pas l'énergie. Des petites choses. Tu es déjà beaucoup absente. On n'a plus de temps pour nous. Rien qu'on puisse montrer du doigt. Juste une pression, appliquée de façon constante, comme l'eau qui trouve toujours son point le plus bas. J'ai épousé Julien Chabrier à 30 ans. Il était stable, réussi, et certain de lui d'une façon que j'avais trouvée profondément rassurante après une relation à 22 ans avec un homme qui n'était ni l'un ni l'autre.
Julien était directeur régional des ventes chez Fortis Partners. Il portait de bons costumes, il serrait les mains avec assurance, retenait les noms, faisait sentir aux gens qu'il comptait, au travail, dans les dîners, dans les soirées professionnelles. Pendant longtemps, j'ai cru que la version de lui que je voyais à la maison, plus silencieuse, plus critique, légèrement condescendante envers les choses dont j'étais fière, était simplement le visage privé que tout le monde a, le visage qui ne performe pas. Je me trompais. Ce n'était pas son visage privé, c'était le seul visage que j'avais le droit de voir. J'ai découvert l'existence de Sophie Marais un mardi soir d'octobre. J'étais debout à l'évier de la cuisine, en train de rincer des verres à vin, quand j'ai remarqué que notre compte de streaming commun s'était connecté depuis un Mercure à Saint-Michel, à 40 minutes de chez nous. Julien m'avait dit qu'il avait un dîner client. J'ai posé le verre. Je me suis essuyé les mains. Je suis allée à la table de la cuisine, toujours la table, et j'ai ouvert mon ordinateur. Le Mercure de la place des Quinconces. Pas assez luxueux pour impressionner. Juste assez cher pour être délibéré. J'ai croisé la date avec l'agenda Google partagé que Julien m'avait donné en lecture seul, des années plus tôt, comme si ce geste avait signifié la transparence. Il y avait un bloc dans l'agenda. Il était écrit « J plus S, confirmé ». Je suis restée longtemps avec ça. Puis j'ai appelé ma sœur Mathilde depuis le parking devant notre immeuble, dans ma voiture, vitre fermée. « Il voit quelqu'un du cabinet », j'ai dit. « Je crois que son prénom c'est Sophie. » Mathilde a dit « Élise, ma chérie, qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai dit « Rien pour l'instant. » Elle a été silencieuse. Puis « Rien ?» J'ai besoin de comprendre ce que je regarde avant de bouger. Et c'est là que ça a commencé. 4 mois que je ne peux décrire qu'en disant la période la plus clarifiante de ma vie adulte. Parce que voilà ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas confronté Julien. Je n'ai pas pleuré devant lui. Je n'ai pas fouillé son téléphone pendant son sommeil, ou fait des accusations au dîner, ou appelé Sophie à son bureau. Je n'ai pas mis en scène ma douleur pour un public d'une seule personne, qui avait déjà décidé que le spectacle était terminé. Ce que j'ai fait, c'est observer, écouter, construire. J'ai remarqué les soirs où il rentrait avec une odeur de dry shampoo qui n'était pas la mienne. J'ai remarqué les restaurants débités sur la carte personnelle dont il croyait que je n'avais pas le numéro. Un steakhouse où nous n'étions jamais allés ensemble. Une réservation de cinéma pour 2. J'ai remarqué l'hôtel près de la Rocade qui est apparu 3 mercredis de suite. J'ai remarqué la façon dont il avait cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il était déjà ailleurs. Mentalement sorti. Physiquement présent uniquement par habitude. Si vous avez déjà été dans une relation où vous êtes devenu progressivement invisible, où la personne en face de vous a cessé de vous voir, non par cruauté mais par indifférence, je crois que vous savez déjà ce que ces 4 mois ont ressenti. Cette solitude particulière qui n'a pas de nom parce qu'elle vit à l'intérieur de quelque chose qui est censé être de l'amour. Si ça résonne quelque part en ce moment, likez cette vidéo, abonnez-vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas en train d'imaginer. Parce que je vous promets que ce qui vient ensuite est la partie qui a tout changé. Ce que Julien ne savait pas, pendant qu'il partait discrètement et que je regardais discrètement, c'est que j'avais déjà appelé une avocate en droit de la famille qui s'appelait Maître Patricia Bourrel, qui prenait 360 € de l'heure et qui m'avait dit que j'étais la cliente la mieux préparée qu'elle avait eue depuis des années. J'avais déjà ouvert un compte d'épargne personnelle dans une banque dont il n'avait jamais entendu le nom. J'avais déjà dit oui au poste de directrice chez Prism, celui qu'il m'avait dissuadé d'accepter pendant 8 mois. 22 000 € de plus par an. Prise de poste immédiate. La maison avait l'air exactement pareil. Le dîner était prêt. Les verres à vin étaient propres. Et chaque soir, Julien rentrait auprès d'une femme qu'il croyait connaître parfaitement. Il n'avait jamais été aussi loin de la vérité. 4 mois, c'est long pour garder un secret auprès de quelqu'un qui dort à 30 centimètres de vous. Je veux être honnête là-dessus, parce que je crois que les gens qui entendent une histoire comme celle-ci supposent que la personne qui savait était froide, détachée, qu'elle ne devait pas vraiment l'aimer si elle pouvait observer tout ça en silence. Je comprends pourquoi ça paraît ainsi de l'extérieur, mais ce que j'ai réellement ressenti pendant ces 4 mois n'était pas de la froideur.
C'était quelque chose qui ressemblait davantage à un deuil qui n'avait nulle part où aller encore. Une tristesse sous-marine, présente, lourde, mais étouffée. Comme le son de quelque chose qui se brise dans une autre pièce. Je faisais toujours à dîner. Je lui demandais toujours comment s'était passée sa journée. Pas seulement pour jouer un rôle, ou pas seulement pour ça, mais parce qu'une partie de moi espérait encore avoir tort. Que le J plus S, confirmé dans l'agenda, avait une explication à laquelle je n'avais pas pensé. Que le mercure, c'était un client. Que l'odeur de dry shampoo, c'était une salle de sport, un covoiturage, n'importe quoi d'autre que ce que je savais que c'était. La chose avec la vérité qu'on connaît avant d'être prête à la porter, c'est qu'on passe beaucoup de temps à négocier avec soi-même. S'il rentre tôt ce soir, peut-être que je me suis trompée. Il n'est pas rentré tôt, pas une seule fois. En décembre, j'ai arrêté de négocier, j'ai commencé à faire des listes. La campagne contre moi, si on peut appeler ça comme ça, n'a pas commencé avant que le divorce soit déposé. Mais je veux vous en parler ici, parce que c'est un contexte important pour comprendre ce que Julien croyait vraiment de moi. Il croyait sincèrement que le récit qu'il allait raconter aux gens allait fonctionner. Que l'histoire d'Élise et Julien qui s'étaient éloignés l'un de l'autre serait acceptée sans question, parce que dans sa version des événements, Élise était la discrète, la conciliante, la facile, celle qui ne se battrait pas. Il a commencé avec ses amis. Thomas a été le premier à entendre la version soigneusement calibrée, celle où Julien avait simplement été malheureux pendant des années et avait finalement fait le choix difficile. Sans mention de Sophie, sans mention des mercredis à l'hôtel de la Rocade. Juste 2 personnes qui s'étaient éloignées, dit avec la dose appropriée de tristesse performative. Thomas en a parlé à sa femme Nathalie. Nathalie m'a envoyé un SMS 3 jours après le dépôt de la procédure, d'une neutralité si calculée que c'en était presque comique. Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi. Ces choses sont tellement difficiles. Je l'ai remercié et je n'ai pas développé. La version qui a circulé parmi les collègues de Julien chez Fortis Partners était légèrement différente, et je ne le sais que grâce à ce qui s'est passé plus tard, ce à quoi j'arriverai. La version qui avait atteint son bureau, c'était qu'Élise s'était renfermée sur elle-même, qu'elle s'était éloignée émotionnellement, que Julien avait essayé pendant des années de la rejoindre et avait finalement accepté que certaines personnes ne peuvent pas vous rencontrer là où vous êtes. Renfermée sur elle-même. Ce mot m'a fait rire à voix haute quand je l'ai entendu, seule dans ma voiture, à rire. Parce que ce que Julien avait interprété comme un repli sur soi était exactement l'inverse. C'était la période la plus intentionnelle de toute ma vie adulte. Elle n'était simplement plus orientée dans sa direction. Voilà à quoi ressemblait ma vie après avoir déménagé mes affaires dans la chambre d'amis. Je me levais à 6h15 chaque matin dans cette chambre que j'avais doucement réaménagée pour qu'elle me ressemble. Un nouvel oreiller, la lampe de mon bureau que Julien avait toujours trouvé déplacée dans cette pièce, une petite pile de livres que j'avais voulu lire depuis 2 ans. Je faisais du café. Je m'asseyais à la table de la cuisine 20 minutes avant que la journée ne commence. Ce que je n'avais pas fait depuis 7 ans, parce que les matins de Julien étaient bruyants et planifiés, et devenaient d'une façon ou d'une autre toujours centrés sur lui. J'allais travailler chez Prism en tant que directrice de stratégie de marque, et j'étais, sans exagération, la meilleure version professionnelle de moi-même que j'avais jamais été. Il y a quelque chose dans le fait de n'avoir plus rien à protéger dans sa vie personnelle qui libère une quantité considérable d'espace cognitif. J'ai repris un projet de campagne régionale pour un client dans le secteur médical sur lequel mon équipe butait depuis des mois. On l'a résolu en 2 semaines. Ma responsable, une femme qui s'appelait Isabelle et qui essayait de me promouvoir depuis presque 1 an, m'a convoquée dans son bureau après la présentation client et m'a dit « Quoi que ce soit qui ait changé, garde-le. » J'appelais Mathilde chaque dimanche. Elle est montée de peau 2 fois pendant la procédure de divorce, les 2 fois sans que je lui demande, les 2 fois avec de la nourriture et du vin, et cette qualité de présence qu'elle a toujours eue, elle n'essaie pas de réparer, elle s'assure simplement que vous n'êtes pas seul avec ça. La 2e fois qu'elle est venue, elle était assise en face de moi à la table de la cuisine à 11h du soir et elle m'a dit « Tu sembles différente ». Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit
Tu sembles vraiment là. Je ne savais pas comment lui expliquer que je m'entraînais à être là depuis 4 mois. Que regarder quelqu'un vous trahir de loin vous apprend, de la façon la plus détournée qui soit, à faire attention de nouveau. Les papiers ont été finalisés en avril. Julien a emménagé dans un appartement moderne près du quartier Saint-Michel. Je connaissais le secteur, pas parce que je l'avais cherché, mais parce que Thomas l'avait mentionné à Antoine. Et Antoine me l'avait dit, et à ce moment-là, Antoine et moi avions commencé à prendre des cafés en semaine, ce qui était sa propre chose sur laquelle je reviendrai. Je veux faire une pause ici, parce que c'est la partie de l'histoire où les gens ont parfois des avis. Je sais ce que ça a l'air d'être. Une femme dont le mariage vient de se terminer, qui passe du temps avec le meilleur ami de son ex-mari. Je sais comment ça se lit. Mais je veux que vous compreniez ce qu'Antoine Sereau représentait vraiment pour moi dans ces premières semaines après le divorce. Il n'était pas un rebond. Il n'était pas une déclaration. Il était la première personne dans tout le cercle social de Julien à m'avoir appelé, pas Julien, moi, le lendemain du dépôt de la procédure pour dire « Je veux juste m'assurer que tu vas bien ». Pas « C'est tellement dur pour vous deux ». Pas « Je suis là pour ce dont vous avez besoin l'un comme l'autre ». Moi, spécifiquement moi. Il avait appelé pour prendre de mes nouvelles à moi. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un dans votre vie qui vous a choisi aussi clairement, dans un moment où la plupart des gens choisissaient prudemment leur camp ou ne choisissaient personne? Laissez-le dans les commentaires. Parce que je crois que beaucoup de personnes qui regardent ça ont été dans cette pièce où tout le monde se tait, et savoir qui est resté ou qui a passé le premier appel vous change. Ça m'a changé. Antoine et moi avons pris un café ce mardi-là, puis dîné la semaine suivante, puis d'autres dîners. Rien de dramatique, rien de fabriqué. Juste deux personnes qui parlaient d'une façon qui semblait, pour la première fois depuis longtemps, véritablement égale. Ils posaient des questions et attendaient vraiment les réponses. Ils n'étaient pas d'accord avec moi sur des choses, des petites choses, des restaurants, un film qu'on avait tous les deux vu, et c'était étrangement la partie la plus restauratrice. Être contredite par quelqu'un qui était visiblement de votre côté. Julien l'a appris environ 3 semaines après le début de nos cafés. Je le sais parce qu'Antoine me l'a dit le soir même. Julien l'avait appris un mardi. Antoine m'a dit que la voix de Julien avait ce calme contrôlé particulier que les hommes utilisent quand ils sont furieux, mais ne veulent pas le paraître. Tu vois mon ex-femme. Et Antoine, qui est l'une des personnes les plus directes que j'ai jamais connues, a répondu « Tu l'as trompé pendant 8 mois, Julien ». Il y a eu un silence. Puis Julien a dit « Je ne vais pas faire ça ». Et Antoine a dit « Moi non plus ». Et il a raccroché. Quand Antoine m'a raconté ça, j'étais dans ma cuisine. J'ai posé la main sur le plan de travail et je suis restée là une seconde. Parce que voilà la chose avec la jalousie de Julien. Et je veux que vous entendiez vraiment ça. Il n'y avait aucun droit. Pas même une prétention technique. Il avait mis fin au mariage. Il vivait près de sa petite amie. Il avait raconté à ses amis l'histoire d'une séparation mutuelle et apaisée. Et pourtant, l'idée que moi, Élise l'effacée, Élise la discrète, puisse être autre chose que discrètement, effacément seule, était apparemment plus qu'il ne pouvait traiter. Sa possessivité n'avait jamais été de l'amour. Je l'ai compris complètement dans le moment où Antoine m'a décrit ce coup de téléphone. Ça avait été de l'inventaire. J'étais quelque chose qu'il possédait. Et le problème avec le divorce, de son point de vue, c'est qu'il avait bizarrement échoué à me retirer de sa vie comme il l'avait prévu. Il avait cru que la liberté signifiait que je disparaîtrais. Il n'avait pas envisagé ce que je pourrais faire de la mienne. Je l'avais envisagé. J'y pensais depuis des mois. Et en mai, à un événement de networking interprofessionnel qu'organisait Prism chaque année, je suis entrée dans une salle en tant que directrice de stratégie de marque et j'ai rencontré, vraiment rencontré cette fois, Marc-Olivier Desange. Je l'avais croisé exactement une fois auparavant. C'était à un dîner de fin d'année chez Fortis Partners, 3 ans plus tôt, quand j'étais encore la femme de Julien. Je me souviens d'avoir été près du bar dans une robe que j'avais achetée spécifiquement parce que Julien avait mentionné que Sophie, bien que je ne connaisse pas son prénom alors, je ne savais rien encore, s'habillerait probablement avec soin. Je me souviens de Julien me présentant avec cette formulation particulière que certains maris utilisent et qui est techniquement un compliment et fonctionnellement une diminution. Voici ma femme, Élise. Elle fait de la communication.
Pas. Elle est consultante senior en stratégie de marque. Pas. Elle vient de décrocher le contrat Garonnaise. Elle fait de la communication. Comme un hobby. Comme quelque chose pour l'occuper. Marc-Olivier m'avait serré la main et avait demandé quel type de communication. Je lui avais répondu. Il avait posé une question de suivi, une vraie, précise, sur la mesure d'impact des campagnes de positionnement, et nous avions parlé peut-être 4 minutes avant que Julien ne se matérialise à mon coude, avec un verre frais et une main dans mon dos qui réorientait doucement la conversation. 4 minutes. Marc-Olivier m'a dit plus tard qu'il s'en souvenait. Il m'a dit que ce dont il se souvenait, c'était l'écart entre la façon dont Julien me décrivait et la personne que j'étais réellement quand on lui donnait 48 cm d'espace conversationnel. Il a dit que cet écart était remarquable. Je ne savais rien de tout ça le soir du mixeur de mai. Je suis entrée en tant que directrice de stratégie de marque dans le chemisier en soie ivoire et le pantalon tailleur marine, les cheveux lâchés, et je ne pensais pas à Julien, ni à Antoine, ni à rien de tout ça. Je pensais à l'expansion de Desange et Associés vers la région Nouvelle-Aquitaine, dont j'avais lu un article dans une revue professionnelle, et à savoir s'il y avait un angle de partenariat stratégique à explorer, parce que c'est vraiment comme ça que mon cerveau fonctionne dans les événements professionnels. J'étais là pour travailler. Marc-Olivier m'a trouvé au bar 20 minutes après mon arrivée. « Élise Renaud-Chabrier », il a dit, « vous dirigez maintenant la stratégie de marque chez Prism. » En effet, j'ai dit, « Et vous êtes Marc-Olivier Desange. » J'ai lu l'article sur l'expansion en Nouvelle-Aquitaine. Le timing était intéressant. Qu'est-ce qui vous a fait bouger maintenant plutôt qu'à l'automne dernier ? Il m'a regardé un moment. Pas de la façon dont les hommes regardent parfois les femmes dans les événements professionnels. Ce regard évaluateur particulier qui n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire. Il m'a regardé comme si la question avait véritablement capté son attention. C'est, il a dit, une très bonne question. Nous avons parlé pendant 1 heure. Il m'a demandé ma carte. Il m'a envoyé un email le lendemain matin à propos d'un potentiel partenariat de conseil en marque. Professionnel, précis, avec 3 questions concrètes sur la capacité et le calendrier de Prism. J'ai répondu dans l'heure. On a planifié un appel. L'appel est devenu une réunion. La réunion, 3 semaines plus tard, est devenue un dîner. C'était un dîner d'affaires. Et puis, environ 45 minutes après le début, ce n'était plus tout à fait un dîner d'affaires. On le savait tous les deux. Aucun de nous deux n'a rien dit. Et on a parlé pendant 3 heures. Claude répondait. Je dois vous parler de la veille du jour où tout a convergé, parce que c'est la partie de cette histoire à laquelle je pense le plus souvent. Je dois vous parler de la veille du jour où tout a convergé, parce que c'est la partie de cette histoire à laquelle je pense le plus souvent. C'était un jeudi. J'étais à la table de la cuisine. La table, toujours la table, avec un bloc de papier jaune. Pas pour faire une liste cette fois, juste assise. Mathilde avait appelé dans l'après-midi pour me demander comment je me sentais par rapport au lendemain, parce qu'à ce stade, je savais qu'il y avait la réunion trimestrielle. Je savais que Marc-Olivier allait annoncer le partenariat avec Prism. Je savais que Julien serait dans la salle. Je n'avais rien orchestré de tout ça. Je veux être précise là-dessus. Je n'avais pas poursuivi Marc-Olivier pour atteindre Julien. Je n'avais pas accepté le contrat de Desange comme un mouvement stratégique dans un plan élaboré. J'avais simplement vécu ma vie, celle qui m'attendait de l'autre côté d'un mariage qui m'étouffait doucement depuis des années. Et la vie s'était arrangée d'elle-même en quelque chose qui était, dans sa forme finale, presque poétique. Mais assise à cette table le jeudi soir, je ne me sentais pas poétique. Je ressentais cette fatigue particulière de quelqu'un qui porte quelque chose de lourd depuis longtemps et qui peut enfin entrevoir l'endroit où elle va pouvoir le poser. Mathilde a dit, au téléphone, « Comment tu vas vraiment ?» J'ai dit « Fatiguée », mais la bonne fatigue, celle qui signifie que quelque chose est presque terminé. Elle a été silencieuse un moment, puis elle a dit « Tu sais, quand tu m'as appelé ce soir d'octobre, depuis le parking, complètement calme, j'ai failli ne pas croire que tu allais bien. Je croyais que tu étais en état de choc. » Je l'étais, j'ai dit. Je n'en avais juste pas l'air. Non, elle a dit, tu n'en as jamais l'air. Vendredi après-midi, la réunion trimestrielle chez Desange et Associés était prévue pour 14 heures. Je n'y étais pas. Je veux être claire, je n'étais pas dans cette salle.
J'étais chez Prism, dans une réunion client qui s'était prolongée, en train de manger un sandwich à mon bureau à 16h15, quand mon téléphone a vibré avec un message d'Antoine qui disait « Appelle-moi quand tu peux ». Ce qui s'est passé dans cette salle, je le sais par Antoine, qui l'a appris de Thomas, qui était présent et qui avait envoyé un message à Antoine avant même que la réunion soit officiellement terminée. Marc-Olivier a conduit la réunion. À mi-parcours, il a annoncé le nouveau partenariat stratégique du cabinet avec Prisme Conseil. Il a dit que c'était un contrat significatif. Il a dit que le travail qui sortait du pôle stratégie de Prisme était parmi les réflexions de positionnement de marque les plus affûtées qu'il avait rencontrées sur ce marché régional. Il a dit que la directrice de stratégie avait une façon de penser le positionnement qui était, dans ses mots exacts, véritablement rare. Il n'a pas dit mon nom. Il n'en avait pas besoin. Julien savait. Toutes les personnes dans cette salle qui connaissaient la vie personnelle de Julien, ceux qui, dans un cabinet de 60 personnes où Sophie travaillait à 3 bureaux de là, représentaient la majorité, savaient. Le silence qui a suivi les remarques de Marc-Olivier était, selon Thomas, ce silence particulier d'une salle pleine de gens qui évitent soigneusement de regarder une personne précise. Thomas a dit que le visage de Julien était passé par plusieurs phases en environ 4 secondes. Il a dit que Julien avait pris son stylo, avait écrit quelque chose sur son bloc-notes et n'avait plus levé les yeux jusqu'à la fin de la réunion. Quand Antoine m'a raconté ça, j'étais dans ma voiture au parking du bâtiment Prisme, téléphone contre l'oreille, je n'ai pas ressenti de triomphe. Je veux être honnête là-dessus parce que je crois que ça compte. J'avais passé des mois à me dire et à dire à Mathilde que je ne faisais rien de tout ça pour Julien, que l'objectif n'avait jamais été de le blesser, que je construisais une vie, pas une revanche. Et assise dans ce parking, j'ai réalisé que j'avais dit la vérité sans en avoir pleinement conscience. Parce que ce que j'ai ressenti quand Antoine m'a décrit cette salle n'était pas de la satisfaction. C'était quelque chose de plus silencieux, quelque chose qui ressemblait, sous tout le reste, à du deuil. Du deuil pour la version de Julien que j'avais épousée, pour l'homme que j'avais cru voir en lui cette première année, l'homme stable, présent, sincèrement attentionné qui s'était révélé être une performance qui ne pouvait pas tenir au-delà d'un certain point. Du deuil pour les 7 ans, pour la promotion repoussée, pour les matins où je ne m'asseyais pas à la table avec mon café parce que l'emploi du temps de Julien était plus bruyant que mon besoin de silence. C'est dans ce moment, assise dans ce parking, le téléphone dans les mains après qu'Antoine avait raccroché, que j'ai finalement pleuré. Pas le genre convulsif, écroulé, juste une libération lente, régulière, comme si la pression avait enfin trouvé une sortie qui attendait depuis longtemps. Si vous avez déjà obtenu ce que vous vouliez et ressenti du deuil à la place de la joie, si vous avez déjà eu raison sur quelque chose et souhaité, l'espace d'une seconde, vous être trompé, likez cette vidéo, abonnez-vous. Parce que ce sentiment-là n'a pas de bon nom, et je crois que plus de gens le portent qu'ils ne l'admettent jamais à voix haute. C'est le sentiment d'être libre quand la liberté vous a coûté quelque chose de réel. Je suis restée dans cette voiture 11 minutes, puis je suis rentrée chez moi. Je dois vous parler de Sophie, parce qu'elle mérite une phrase entière dans cette histoire, et pas seulement une note de bas de page. Je ne hais pas Sophie Marais. Je croyais que je le ferais. Je m'y attendais, de la façon dont on s'attend à ce que certaines émotions arrivent à l'heure. Mais ce que je ressens vraiment quand je pense à elle ressemble davantage à de la pitié, et pas le genre condescendant, le vrai, celui qui vient de reconnaître quelque chose. Sophie croyait avoir gagné Julien. Elle avait réorganisé toute son image d'elle-même autour du fait d'avoir été choisie plutôt que moi. Elle s'était raconté une histoire sur le mariage, qu'il était terminé bien avant qu'elle n'arrive, qu'elle n'en était pas la cause mais la conséquence. Et elle y avait cru si complètement que ça était devenu sa vérité. Je le sais parce que les gens parlent, et que tout finit par remonter à la surface dans un réseau aussi petit qu'un seul cabinet de conseil régional. Ce que Sophie n'avait pas anticipé, c'est que la jalousie de Julien ne s'est pas arrêtée au divorce. Elle avait regardé cet homme devenir progressivement préoccupé par ce que je faisais, qui je voyais, où allait ma carrière. Et la version de Julien qu'on lui avait vendue était un homme qui avait dépassé ce mariage, qui était passé à autre chose proprement, qui était libre. Cet homme-là ne correspondait pas à l'homme qui vérifiait son téléphone pendant les dîners et se renfermait quand quelqu'un prononçait mon nom.
Après la réunion trimestrielle, selon Thomas, Sophie a demandé à Julien pourquoi il semblait si absent. Il a dit « Des trucs du boulot ». Elle l'a regardé fixer son téléphone. Et elle a compris, je crois, pour la première fois, que ce qu'elle avait gagné n'était pas un homme libre. C'était un homme qui n'avait jamais appris à vraiment voir la femme en face de lui, n'importe quelle femme, et qu'elle était la prochaine sur la liste pour le même lent effacement. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux après ça. J'ai arrêté de suivre comme on arrête de regarder la météo d'une ville dans laquelle on n'habite plus. Ce que je sais, c'est que je suis rentrée chez moi ce vendredi-là. J'ai fait à dîner pour une personne. J'ai ouvert une bouteille de vin que j'avais gardée pour aucune raison particulière, et j'ai décidé que c'était une raison suffisante. Je me suis assise à la table de la cuisine avec un verre, sans liste, sans bloc de papier, sans plan. Juste le silence. Le mien. Enfin, complètement le mien. Les conséquences sont arrivées de la façon dont les conséquences arrivent en général. Pas toutes d'un coup, et pas parce que quelqu'un les avait orchestrées. Elles sont arrivées parce que le comportement de Julien après le divorce était celui d'un homme qui n'avait jamais développé la capacité de rester tranquille avec quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Et dans un cabinet de 60 personnes, où la réputation professionnelle repose sur la perception de la stabilité, ce genre de comportement a une date de péremption. La première chose que j'ai entendue, par Antoine, qui l'avait appris de Thomas, c'est que Julien avait commencé à faire des commentaires au bureau. Rien d'explicite. Rien qu'on puisse pointer dans un dossier RH. Juste le genre de ressentiment ambiant qui empoisonne une pièce lentement, comme une fuite de gaz lente dans une maison. Des commentaires sur le partenariat Prisme qui étaient un peu trop acérés pour être professionnels. Un commentaire en réunion d'équipe sur les consultants externes qui avaient eu de la chance grâce à leur relation. Un commentaire à la machine à café que Sophie avait entendu et qu'elle avait répété à quelqu'un d'autre, de la façon dont les choses inconfortables voyagent toujours. Marc-Olivier l'a remarqué. Marc-Olivier, qui avait construit tout un cabinet sur le principe que la performance comptait plus que la personnalité, mais que la personnalité finissait toujours par dévorer la performance, l'a remarqué en 2 semaines. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit dans la conversation entre Marc-Olivier et Julien. Je ne sais pas si c'était formel ou discret ou quelque chose entre les deux. Ce que je sais, c'est que fin mai, Julien avait été déplacé latéralement. Même titre, autre territoire, loin des comptes qui comptaient le plus. Dans une organisation commerciale, ce déplacement latéral est une langue que tout le monde parle. Il n'a pas besoin de traduction. Thomas a appelé Antoine. Antoine m'a appelé. J'étais en train de faire des pâtes quand l'appel est arrivé, et j'ai baissé le feu et j'ai écouté. Et quand Antoine a terminé, j'ai dit « Je suis désolée d'apprendre ça ». Et je le pensais. Pas comme une performance. Comme la vérité honnête et simple d'une personne qui avait cessé de vouloir du mal à quelqu'un qu'elle avait un jour aimé. Antoine a dit « Tu es sûr que tu vas bien ?» J'ai dit « Je fais des pâtes. Je crois que je vais bien. » Il a ri. C'était la bonne réponse. 21h58. Claude répondeux. La géométrie sociale a changé de la façon dont ces choses changent toujours, progressivement, puis d'un coup. La géométrie sociale a changé de la façon dont ces choses changent toujours, progressivement, puis d'un coup. Nathalie a arrêté d'envoyer des SMS soigneusement neutres. Thomas a commencé à appeler Antoine moins souvent. Les dîners qui avaient été une constante de la vie sociale de Julien ont tranquillement cessé d'être organisés, parce que la personne qui les avait en réalité fait exister, qui se souvenait des détails, gérait les disponibilités de chacun, choisissait le vin et le menu, et envoyait le message le lendemain matin. C'était moi. Et je n'étais plus disponible pour ce travail non rémunéré particulier. Antoine m'a dit que Julien avait mentionné une fois, en passant, que le groupe d'amis semblait différent, plus silencieux. Antoine m'a dit qu'il ne savait pas comment expliquer à Julien que le groupe n'avait jamais été animé par lui-même, que c'était moi la chaleur dans ses pièces, et que ce qu'il vivait maintenant, c'était juste la pièce sans moi dedans. 2 personnes sont revenues vers moi, vraiment, spécifiquement, sans arrière-pensée. La première était Nathalie, qui m'a appelée, pas envoyé un SMS, appelé, un samedi matin de juin, et m'a dit qu'elle me devait une vraie conversation et des vraies excuses. Elle a dit qu'elle avait su, ou soupçonné, pour Sophie depuis plus longtemps qu'elle ne l'avait admis, et que rester neutre avait été un choix dont elle n'était pas fière.
Elle a dit qu'elle me manquait. Elle m'a demandé si je voulais qu'on déjeune ensemble. J'ai dit oui. On a déjeuné. C'était imparfait et un peu maladroit de la façon dont les choses honnêtes le sont parfois, et c'était réel, et j'ai été contente qu'elle appelle. La deuxième était la mère de Julien, Geneviève, une femme que j'avais sincèrement aimée, qui était restée silencieuse pendant le divorce de la façon dont les mères le font parfois, quand elles sont prises entre la loyauté et la vérité. Elle m'a envoyé une carte, manuscrite, 4 phrases. Elle disait qu'elle était désolée de la façon dont les choses s'étaient passées. Elle disait qu'elle m'avait toujours vue. Elle disait qu'elle espérait que j'allais bien. Je l'ai lue à la table de la cuisine. Je l'ai lue 2 fois. Je l'ai mise dans le tiroir avec le bloc de papier jaune. Je n'ai pas recontacté les personnes qui ne sont pas revenues. Je n'avais pas de liste pour ça. Certaines distances, une fois établies, ne sont que de la géographie. On arrête d'attendre que le paysage se réorganise et on apprend la nouvelle carte. Il y a une lettre que j'ai écrite et jamais envoyée. Je l'ai écrite un dimanche après-midi de fin juin, à la table, avec les fenêtres ouvertes et le ventilateur du plafond qui tournait, et cette qualité de lumière d'après-midi qui entre par les fenêtres bordelaises en début d'été. Ambrée et sans hâte, comme si elle n'avait nulle part ailleurs où être. Je l'ai écrite à Julien. Pas pour l'envoyer, pas pour blesser, pas pour m'expliquer de la façon dont j'en avais parfois fantasmé pendant ces 4 mois d'observation, la formulation parfaite de tout ce qu'il n'avait pas réussi à voir. Je l'ai écrite parce que j'avais besoin de le dire quelque part, même si c'était seulement au bloc de papier et à la lumière de l'après-midi. J'ai écrit « Tu pensais que demander la liberté faisait de toi celui qui partait. Tu n'as pas compris que je me préparais à partir depuis des mois. Tu croyais que j'étais la discrète. J'étais la préparée. Ce n'est pas la même chose. » J'ai écrit « Tu as passé 7 ans à me rendre plus petite et tu as ensuite été surpris que ce que tu avais laissé derrière toi ne ressemble pas à ce dont tu te souvenais. C'est parce que tu ne regardais vraiment pas. » Et puis j'ai écrit la chose qui m'a surprise, la chose que je ne savais pas avoir besoin de dire avant de la dire. J'espère que tu apprendras à vraiment voir quelqu'un. J'espère que tu l'apprendras avant que ça ne te coûte encore plus que ça ne t'a déjà coûté. Pas parce que tu le mérites de ma part, parce que tu es encore un être humain et que les êtres humains peuvent encore changer, et que je refuse de continuer à porter le poids d'espérer que tu n'en seras pas capable. Je l'ai relu. Puis je l'ai plié en 2 et je l'ai mise dans le tiroir avec la carte de Geneviève et le bloc de papier jaune, parce que certaines choses sont complètes au moment où elles sont écrites et n'ont pas besoin d'aller plus loin que ça. J'ai appelé Mathilde et je lui ai lu le dernier paragraphe. Elle a été silencieuse un long moment. Puis elle a dit « C'est la chose la plus Élise Renaud que j'ai entendue de ma vie. » J'ai dit « C'est bien ?» Elle a dit « Ça veut dire que tu es revenue. » C'est un mardi matin de juillet maintenant. Je suis à la table de la cuisine avec mon café. Les fenêtres sont ouvertes. Le ventilateur du plafond tourne du même mouvement lent que l'après-midi où j'ai écrit la lettre. Dehors, le quartier fait ses bruits du matin. Une tondeuse 2 maisons plus loin, une voiture qui recule dans une allée, un oiseau que je ne sais pas nommer, mais que j'entends chaque matin depuis les 3 mois où je vis ici, seule, et que j'ai commencé à considérer comme de la compagnie. Sur la table devant moi, il y a un contrat. Prisme Conseil et Desange et Associés, partenariat stratégie de marque, durée 3 ans. Ma signature est déjà à la page 14. Celle de Marc-Olivier est à la page 15. Nous l'avons signée dans la salle de réunion de Prisme jeudi dernier, mon équipe autour de nous, et Marc-Olivier m'a serré la main des 2 siennes, de la façon dont les gens le font quand ils veulent dire plus qu'une poignée de main, et je suis rentrée chez moi avec les vitres baissées et la radio fort, et j'ai ressenti, pour la première fois depuis ce qui me semblait être très longtemps, que j'avais exactement la bonne taille. Pas petite, pas en train de performer une grandeur, juste exactement la taille que j'ai en réalité. J'ai pensé à appeler Mathilde quand je suis rentrée. J'ai pensé à tout lui raconter, la salle de réunion, le contrat, le trajet retour. J'ai pensé au soir d'octobre dans le parking quand je l'avais appelée pour lui parler de Sophie, ma voix parfaitement posée, et à la façon dont elle m'avait demandé ce que je voulais faire, et que j'avais dit rien pour l'instant. J'ai pensé à toute la distance qui vit entre rien pour l'instant et ici. Combien de matins à cette table? Combien de listes? Combien de décisions silencieuses prises dans le noir?
Je ne l'ai pas appelé ce soir-là. J'ai fait à dîner à la place. J'ai mis un couvert. J'ai versé un verre de vin. Et je me suis installée avec la soirée d'une façon que je suis encore en train d'apprendre, encore en train de pratiquer. Cet art spécifique et ordinaire d'être exactement là où je suis, sans excuse, sans performance, sans attendre que quelqu'un le remarque. Je m'appelle Élise Renaud-Chabrier. J'ai 37 ans. Et je sais enfin ce que ça fait d'occuper exactement la place qui est la mienne. Julien a demandé le divorce pour être libre. Il n'avait aucune idée de ce qu'il mettait en mouvement. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il avait doucement rendue plus petite pendant 7 ans avait un compte d'épargne dont il ne connaissait pas l'existence, une avocate déjà mandatée, une promotion qu'elle avait gardée dans sa poche comme une carte qu'elle attendait le bon moment pour jouer. Il n'avait aucune idée que la discrète était la préparée. Il n'avait aucune idée que la liberté, quand on la donne à la bonne personne, devient quelque chose qu'elle sait exactement quoi en faire. Il m'a rendu ma liberté. Et je marche, depuis, comme quelqu'un qui sait où elle va. Avant de partir, je veux vous poser une vraie question. Quelque chose sur lequel je reviens depuis que j'ai commencé à raconter cette histoire. Est-ce que quelqu'un vous a déjà tellement sous-estimé que lorsque vous lui avez finalement montré qui vous étiez vraiment, ça a changé tout le paysage? Pas un moment dramatique, peut-être juste un moment silencieux, dans un parking, ou à une table de cuisine, ou sur un trajet retour avec les vitres baissées. Le moment où vous avez réalisé que vous étiez déjà devenu la personne que vous essayiez d'être, pendant que personne ne regardait. Je veux lire vos réponses. Laissez-les dans les commentaires. Je les lis toutes, vraiment. Pas comme une formule de fin de vidéo, mais comme une chose genuinement vraie. Vos histoires sont la raison pour laquelle je continue à raconter la mienne. Si celle-ci vous a touché, si une partie de l'histoire d'Élise ressemble à quelque chose que vous portez sans avoir su le nommer, likez cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire. Et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que la discrète et la préparée, ce n'était pas la même femme. Que celle que tout le monde a sous-estimée est peut-être celle qui construit sa sortie à la table de la cuisine à minuit. Elle l'a toujours été.